Bienvenue à la leçon numéro 17 du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons voir le processeur et notamment l'unité de traitement, puisque le processeur est composé de deux unités, l'unité de traitement et l'unité de contrôle. L'unité de contrôle fera l'objet d'une autre leçon. Donc dans cette partie du cours, disons dans cette leçon, nous allons voir d'abord le rôle du processeur dans une première partie et dans une deuxième partie, nous verrons la composition du processeur. Dans la première partie, nous verrons comment le processeur fonctionne, comment il orchestre l'exécution des différentes instructions et dans la deuxième partie, nous verrons la composition de cette partie du processeur, surtout les différents registres qu'il manipule ou qu'il donne à la disposition des utilisateurs. Donc, le rôle du processeur au niveau de cette partie consiste à stipuler les différentes fonctions ou les différentes tâches que qu'effectue le processeur pour exécuter un programme utilisateur. Donc, le rôle du processeur, bien sûr, le processeur est chargé de l'exécution des instructions, sous contrôle du programme qui est stocké en mémoire, puisque le concept de von Neumann stipule que le programme doit être stocké en mémoire, des opérations nécessaires pour effectuer le travail défini par le concepteur du programme. Disons, celui qui écrit le programme, il a un cahier de charge où il a plutôt une fonction à réaliser et il traduit cette fonction ou cette tâche en instructions. Donc les instructions sont écrites dans le programme et le processeur ne fait que exécuter les tâches qui sont demandées dans ces instructions. Donc il prend instruction par instruction et il active les différentes unités fonctionnelles qui vont être impliquées dans l'exécution de cette instruction. Donc il organise l'enchaînement des tâches par l'exécution des instructions situées en mémoire. Étant donné que le programme est logé dans la mémoire principale, donc il va récupérer les instructions les unes après les autres et en fonction du code d'opération qu'il y a dans l'instruction et en fonction des opérandes qui sont stipulés ou décrits dans l'instruction, il lance l'opération sur les opérandes qu'il y a dans l'instruction. Il impose le rythme d'exécution de ces différentes tâches. Bien sûr, lorsque vous avez une instruction d'addition de deux opérandes, un est dans la mémoire centrale et le deuxième est dans un registre, le temps de récupération de l'opérande qui est dans le registre n'a rien à voir avec le temps de récupération de l'opérande qui est dans la mémoire centrale. Puisque le registre, il est interne, il est à l'intérieur du processeur, alors que la donnée qui est dans la mémoire centrale, il faut l'accéder via le bus de données, via le bus adresse, bus de données et bus de contrôle. Donc le cycle bus, pour accéder ou pour récupérer une donnée dans la mémoire centrale n'a rien à voir avec une donnée dans le bus, dans le registre interne du processeur. Donc, pour pouvoir lancer l'opération d'addition, il faut que les deux opérandes soient présents au niveau des registres de l'unité arithmétique et logique. Le temps avec lequel le processeur va récupérer la donnée qui est dans le registre sera très court, puisque ça sera de l'ordre d'un cycle d'horloge. Par contre, celui qui est dans la mémoire centrale, ça dépend de sa taille. Il peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de cycles d'horloge. Donc l'idée ici est de récupérer le premier opérande, mais avant de lancer l'opération d'addition, il faut que l'opérande qui est dans la mémoire centrale soit récupérée. Donc il faut ralentir l'unité arithmétique et logique, disons, avant de lancer l'opération d'addition, il faut que la donnée soit disponible, les deux données soient disponibles dans les registres en entrée de l'unité arithmétique et logique. Donc, le processeur doit réguler le rythme
en fonction des opérations. Donc il y en a des opérations qui sont entre deux registres et c'est de l'ordre du cycle d'horloge du processeur, puisque les données seront stockées dans deux registres internes au processeur, même s'ils sont sur 32 bits, même si c'est la taille maximale du registre, il va les récupérer, on est presque un cycle d'horloge. Alors que récupérer une donnée de la mémoire centrale, ça prend toujours énormément de temps. Il analyse le programme et génère les commandes nécessaires à son exécution en sélectionnant les circuits correspondant à la tâche à effectuer. Bien sûr, lorsqu'il récupère les instructions les unes après les autres, la première chose que le processeur fait lorsqu'il récupère une instruction, il la met bien sûr dans le registre instruction et il décode le code d'opération. Lorsqu'il décode le code d'opération, il sait de quelle instruction, de quel type d'opération il s'agit. Et dans le code d'opération, disons dans le premier mot de l'instruction, il y a des informations complémentaires sur les opérandes sur lesquelles il va travailler. Donc déjà le code d'opération, lorsqu'il le récupère, il sait de quelle opération il s'agit et il a une idée sur la nature des opérandes à récupérer. Il sait où sont les opérandes, est-ce qu'ils sont dans des registres ou dans la mémoire ou ailleurs, et il connaît leur adresse et leur emplacement. Donc le fait de décoder le code d'opération, ça fait qu'il analyse l'opération à faire, et ça, instruction par instruction, de la première jusqu'à la dernière, ce qui fait qu'il a une maîtrise du programme. Il appelle les données sur lesquelles va s'effectuer le travail, en provenance des entrées-sorties ou de la mémoire. Bien sûr, lorsque il décode le code d'opération, donc il sait de quelle opération il s'agit, il sait où se situent les opérandes, et il lance, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il lance l'exécution de cette instruction. Donc lorsqu'il lance l'exécution de cette instruction, bien sûr, il active les circuits qu'il va mettre en œuvre pour exécuter cette instruction. Et bien sûr, pour exécuter l'instruction ou les instructions, il faut des données, surtout si l'instruction, l'opération doit traiter des données. Donc, il va récupérer les adresses effectives de ces opérandes, parce que dans le code d'opération, dans le premier mot de l'instruction, en général, on n'a que des indications sur les opérandes, surtout si c'est une machine à deux adresses par exemple, ou à plusieurs adresses. Donc ces indications lui donnent une idée sur comment calculer l'adresse des opérandes. Donc à partir des informations complémentaires qu'il a dans le code d'opération, il va calculer les adresses effectives des opérandes. Et avec ces adresses, il va localiser la donnée en traduisant l'adresse effective en adresse physique dans la mémoire centrale, si la donnée est dans la mémoire centrale, et il va la récupérer. Si la donnée est dans un périphérique, bon, il va activer l'accès à ce périphérique via les interfaces ou via les contrôleurs qui permettent de piloter cette périphérie. Ou alors, si c'est dans des registres, ben, il les récupère directement, ils sont internes. Bien sûr, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment est composé le processeur, quels sont les éléments qui composent cette unité de traitement du processeur. Disons les différents registres qu'il met en question pour pouvoir traiter une instruction par exemple. Donc la composition de l'unité de traitement du processeur, bien sûr, il contient les composants suivants. On a ce qu'on appelle des registres spécialisés et des registres généraux. Donc les registres spécialisés sont des registres qui sont utilisés pour des tâches spécifiques, pour le fonctionnement du processeur. Et les registres généraux sont des registres utilisés par les utilisateurs. Ils sont visibles par les utilisateurs et ils sont plutôt utilisés par les utilisateurs dans leur programme pour améliorer les performances de leur programme. Par contre, les registres spécialisés sont des registres qui interviennent dans l'exécution des instructions.
On a aussi l'unité arithmétique et logique et le chemin de données qui est composé par le bus. Et dans certains cas, on a la mémoire cache. Donc l'unité arithmétique et logique, c'est elle la responsable de traitement de toutes les opérations arithmétique et logique, addition, soustraction, multiplication, division, décalage à droite, décalage à gauche, et logique ou exclusif, etc. Donc toutes les opérations arithmétiques et logiques sont traitées dans l'unité arithmétique et logique. Donc on lui présente les opérandes sur lesquelles on veut faire l'opération arithmétique et logique, et celle-ci prend les opérandes et il fait le traitement. Le chemin de données, quant à lui, c'est le bus interne. C'est le bus interne du processeur, en fait, qui permet d'activer ou de désactiver les différents registres spécialisés ou registres généraux de l'unité de traitement. On a, dans certains processeurs, aussi la mémoire cache. Donc, on a vu dans la leçon consacrée à la mémoire cache comment fonctionne cette mémoire cache, comment elle permet d'améliorer les performances de la mémoire centrale pour éviter au processeur le va-et-vient avec la mémoire centrale via les 3 bus pour pouvoir récupérer les données de celle-ci. Donc les registres spécialisés de cette unité de traitement, bon, bien sûr, il y a un certain nombre de registres du chemin de données qui sont non modifiables par le programmeur, sauf par des instructions spécialisées, et qui contiennent bien sûr des informations qui sont utilisées et mises à jour par le CPU lui-même, par le processeur. Donc ces registres de chemin de données ne peuvent pas être accédés par les utilisateurs. Ils sont accédés spécialement par le processeur parce que le fait de les accéder par les utilisateurs et de modifier leur contenu risque de perturber le fonctionnement du processeur. On a un registre important au niveau du fonctionnement d'un programme, c'est le compteur de programme, le PC, Program Counter, qui est responsable du séquencement d'exécution des instructions. Disons, lorsque le processeur démarre l'exécution d'un programme, le chargeur du programme, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il prend l'adresse de départ du programme et il la met dans le compteur de programme. Et il lance l'exécution du programme. Après, on a le registre instruction, qui est un registre aussi important et qui permet, bien sûr, de stocker une instruction temporairement le temps de son exécution, parce que on a dit que le programme est logé dans la mémoire centrale ou dans le cache, dans le cas où le processeur dispose d'un cache. Au moment de l'exécution du programme, le processeur, via le compteur de programme, adresse la première instruction, il la récupère de la mémoire centrale ou du cache et il la met dans le registre instruction. Parce que le décodage d'une instruction, pendant la période d'exécution de cette instruction, elle doit rester dans le registre instruction pendant toute la période d'exécution de celle-ci. Donc elle est récupérée de la mémoire centrale ou de la mémoire cache et elle est placée dans le registre instruction. Donc elle reste dans le registre instruction jusqu'à la fin de son exécution. Donc bien sûr, au moment où disons le séquenceur ou l'unité de commande récupère l'instruction et la met dans le registre instruction, elle lance l'opération d'exécution. En récupérant le code d'opération, elle le décode et il génère les signaux de commande nécessaires pour activer les unités fonctionnelles qui vont exécuter l'instruction. Un troisième registre aussi important, c'est le registre d'état, le status register. Ce registre permet de signaler au processeur l'état de la machine après l'exécution de chaque instruction. On l'appelle status register, c'est le registre d'état de la machine après l'exécution de l'instruction qui est dans le registre d'instruction. Après l'exécution, si par exemple
il y a l'état de la machine a changé, un résultat est nul par exemple, ben, il y a un des bits qui va se positionner, du registre d'état qui va se positionner à une valeur déterminée. On a le stack pointer, le pointeur de pile, qui est un registre qui permet d'utiliser une zone mémoire, de la mémoire centrale bien sûr, comme une pile pour le programme utilisateur. Pour le programme utilisateur ou pour le superviseur. Parce qu'il y a deux types de piles. Il y a une pile utilisateur et il y a une pile superviseur. La pile utilisateur est utilisée par les programmeurs et la pile superviseur est utilisée par le programme lui-même pour stocker certains paramètres qu'il utilise pour gérer la configuration de votre ordinateur. Donc, les registres internes aussi, on a des registres qui sont en entrée-sortie ALU et on a aussi des registres en entrée-sortie mémoire. Donc là, on a vu que l'unité arithmétique et logique est une unité qui a deux registres en entrée pour stocker les opérandes sur lesquelles on va faire des opérations et elle a un troisième registre qui est en sortie pour stocker le résultat. Donc on place les opérandes aux registres qui sont en entrée, on lance la commande correspondant à l'opération qu'on veut faire et l'unité arithmétique et logique prend les opérandes, il fait l'opération et il stocke le résultat dans l'accumulateur. Donc l'unité arithmétique et logique a trois registres, deux en entrée et un en sortie. L'entrée-sortie mémoire, donc comme ce qu'on a vu dans la leçon des mémoires, de gestion de la mémoire centrale, elle a deux registres. Elle a un registre en entrée pour envoyer l'adresse, elle a un registre de mot mémoire qui permet de transiter la donnée. Ben, la même chose, le processeur a la même chose. Il a un registre adresse pour placer l'adresse qui va être envoyée sur le bus adresse, et il a un registre mot pour envoyer les données via le bus de données ou récupérer aussi les données via le bus de données. Donc le compteur de programme, bien sûr, comme ce qu'on vient de lire tout à l'heure, contient l'adresse de l'instruction à exécuter, qu'il faut chercher bien sûr en mémoire. Et bien sûr, généralement, les instructions se suivent de manière séquentielle. Il suffit alors d'incrémenter le compteur de programme à chaque cycle d'instruction pour obtenir l'adresse de l'instruction suivante. Disons le compteur de programme au démarrage du programme, lorsque le programme est chargé par le chargeur du programme dans la mémoire centrale, il contient l'adresse de départ du programme, c'est-à-dire de la première instruction. Donc une fois l'instruction récupérée est exécutée, le compteur de programme est incrémenté pour aller pointer sur la deuxième instruction pour pouvoir la récupérer. Donc il la récupère, il s'incrémente, il est incrémenté, il pointe vers la troisième et ainsi de suite. Bien sûr, l'incrément, ou plutôt la valeur d'incrément, dépend de la taille des instructions. Si on a une machine qui a des instructions de taille constante, donc ça sera un incrément constant. Ce n'est pas toujours le cas. La majorité des processeurs ont une taille variable des instructions. Donc le compteur de programme devra s'incrémenter par un chiffre qui correspond à la taille d'instruction qui a été exécutée. Donc lors d'un branchement, bien sûr, on force le compteur de programme avec la valeur de l'étiquette de branchement, absolu ou relatif. Donc lorsque, bien sûr, on arrive à une instruction de branchement, ben cette instruction de branchement renseigne le processeur sur le fait que, attention, après cette instruction, il ne va pas s'incrémenter pour exécuter l'instruction qui est juste après, mais il doit aller à une instruction dont l'adresse se trouve dans l'étiquette. Et on a affaire à deux types de déplacement ou de branchement, absolu ou relatif. Un branchement absolu, on a l'adresse de l'étiquette de la prochaine instruction dont l'instruction. Donc on a bras par exemple ou goto et une adresse, c'est une adresse absolue. Le déplacement relatif, ou plutôt le branchement relatif, on met le déplacement et non pas l'adresse absolue. Bon, un déplacement relatif a l'avantage par rapport à l'adressage absolu par le fait qu'on a des problèmes, on a des programmes plutôt translatables. Je peux le prendre, je peux le déplacer n'importe où, puisque je n'ai qu'un déplacement. Le déplacement
je peux, si je déplace mon programme, ben, j'ai le déplacement par rapport à la valeur courante. C'est un déplacement par rapport à la valeur courante du compteur de programme. Donc, on a aussi le registre instruction qui contient le premier mot de l'instruction en cours d'instruction. Étant donné que la majorité des machines ont des tailles variables d'instruction, il y en a qui ont un mot, il y en a qui ont 2, 3, 4, 5 ou des fois même plus. Le premier mot comprend le code d'opération de l'instruction. Donc seul le premier mot est logé dans le registre instruction. Les autres, ils correspondent en général aux adresses des opérandes. Donc, une instruction, bien sûr, comporte un ou plusieurs mots qui composent l'instruction. Donc, un mot pour le code d'opération et 0 ou plusieurs mots pour les opérandes sur lesquelles l'instruction va travailler, qui correspondent aux données que va traiter l'opération en question. Donc, on a aussi le registre d'état. Donc, il reçoit les sorties de contrôle de l'unité arithmétique et logique et les drapeaux d'état. Donc, c'est quoi les sorties de contrôle et c'est quoi les drapeaux? Ben, les sorties de contrôle, c'est les sorties de l'unité arithmétique et logique après l'exécution de chaque instruction. Donc, ils correspondent à un certain nombre de bits qui renseignent le processeur, ou plutôt qui renseignent le programmeur, sur l'état de la machine après l'exécution de leur instruction. Les drapeaux, quant à eux, sont des drapeaux qui sont liés à un état physique, qui sont en général liés à une interruption. Par exemple, à la réception d'une mémoire vers laquelle on va envoyer une donnée, l'accusé de réception, par exemple, d'une périphérie avec laquelle le processeur veut échanger des données. Donc ça, c'est des drapeaux. Alors que les sorties d'état sont des sorties de l'ALU qui sont fournies au niveau dans ce registre pour l'utilisateur pour pouvoir les utiliser pour réguler l'exécution de son programme. Donc les sorties d'état ou de contrôle de l'unité arithmétique et logique sont appelés en général code condition. Code condition, on trouve le bit C, qui est la retenue, l'opération qui vient d'être exécutée, ou plutôt l'instruction qui vient d'être exécutée, si elle génère une retenue. Par exemple, lorsqu'on fait une somme de deux chiffres, on a une retenue, ben le bit C du registre d'état passe à 1. Le bit Z signale qu'on a un résultat nul. Si par exemple le fait de faire une opération d'addition ou de soustraction et le résultat de l'opération sur les deux opérandes a généré un résultat nul, le bit Z passe à 1 du registre d'état, des codes conditions. Parce que le registre d'état, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure, a deux parties. Une partie pour les sorties de contrôle de l'unité arithmétique et logique et la deuxième partie pour les drapeaux. Donc là, c'est la première partie, c'est la sortie de contrôle de l'unité arithmétique et logique. N, lorsqu'on a un résultat négatif, c'est-à-dire que l'opération qui vient d'être exécutée a généré un résultat négatif. Et V, c'est le débordement. Ben, le débordement, ce qui est de différent par rapport à la retenue, c'est que la retenue, on ne travaille pas, lorsque l'utilisateur ne travaille pas en mode signé. Par contre, le débordement, lorsque l'opérateur, ou plutôt l'utilisateur, travaille en mode signé, on prend la taille de la donnée moins le dernier chiffre. C'est-à-dire qu'on fait l'opération uniquement sur n-1, sur la taille n-1 de l'opérande. Puisque le dernier chiffre, qui est complètement à gauche, est un chiffre de signe qui est en général stipulé dans le bit n. Si le bit n est à 0, ça veut dire que le nombre est positif. Si le bit n était à 1, ça veut dire que le nombre est négatif. Donc le débordement est positionné pour que lorsque du bit V pour la retenue et non pas le bit C. S'il ne travaille pas en mode signé, le bit C correspond au bit de signe
au bit plutôt la retenue. S'il travaille en mode signé, c'est le bit V qui correspond à la retenue et non pas le bit V. Et non pas le bit séparé. Donc les drapeaux d'État, ben, il y a correspond à deux parties. On a ce qu'on appelle le masque d'interruption. Dans le cas où on travaille dans le mode interruptible, l'utilisateur peut autoriser, comme il peut masquer un certain nombre d'interruptions avec le drapeau, les masques d'interruption. On a d'autres bits, le bit T qui est le mode de trace, le bit S correspond au mode superviseur. Bien sûr, on trouve dans d'autres machines d'autres types d'autres bits de drapeaux, mais en général, grosso modo, dans 95% des machines, on retrouve ces deux variantes au niveau du registre d'état, code condition et drapeau. Donc le bit de trace, le bit T, mode de trace, est utilisé en général. Bon, c'est une interruption aussi, qui est interne. Le bit S aussi est une interruption interne. Ou elle peut être interne comme elle peut être externe. Le bit T correspond au mode de trace. Lorsque l'utilisateur veut travailler en mode trace, il veut tracer son programme, l'exécution pas à pas de son programme, il se met en mode trace. Le mode trace veut dire, on dit au processeur de s'arrêter après l'exécution de chaque instruction. Donc il y a une interruption envoyée au processeur après l'exécution de chaque instruction. Pourquoi on travaille en mode trace? Surtout pour débugger, faire la mise au point du programme dans le cas où il y a des problèmes dans le programme. Donc l'utilisateur charge son programme dans la mémoire centrale et il travaille en mode pas à pas. Donc il visualise l'ensemble des registres, l'ensemble des bits d'état après l'exécution de chaque programme pour voir où c'est qu'il y a des problèmes pour corriger les erreurs. Donc l'autre registre de la partie traitement, unité de traitement, le pointeur de pile, c'est un registre bien sûr qui contient l'adresse de la pile et cette pile bien sûr est utilisée dans la transmission des paramètres. Donc on a dit qu'il y a deux types de piles, pile utilisateur et pile superviseur. Elle permet aussi la sauvegarde des adresses de retour des sous-programmes et elle est aussi utilisée en mode interruptible. Lorsque, bien sûr, l'utilisateur manipule des sous-programmes ou travaille en mode récursif, bien sûr, il a besoin de transmettre des paramètres entre le programme principal et les sous-programmes, dans le cas où il travaille avec des sous-programmes ou des fonctions ou des subroutines. Ces paramètres, il peut les transmettre moyennant une zone appelée pile, et bien sûr, cette pile doit être initialisée. Donc, le pointeur de pile, stack pointer, le registre SP, est un registre qui permet de réserver, de pointer vers une zone mémoire qui sera réservée pour la pile. Et l'utilisateur, dans ce cas, pourra l'utiliser pour la transmission des paramètres à ses sous-programmes. Il pourra l'utiliser pour la sauvegarde des adresses de retour de ses programmes, puisque s'il fait appel à des sous-programmes et il n'initialise pas la pile, ben, automatiquement, s'il y a un saut vers un sous-programme, à la fin du sous-programme, le programme ne pourra pas revenir, plutôt le processeur ne pourra pas revenir là où il a branché, parce qu'il n'y aura pas de sauvegarde d'adresse de retour. La même chose lorsqu'on travaille en mode interruptible. En mode interruptible, le processeur travaille, il fait un travail déterminé, il travaille sur un programme, mais si on a une périphérie qui veut l'interrompre, qui veut lui envoyer un signal d'interruption, ben, celle-ci le fait par un signal physique en entrée du processeur, et ce signal, bien sûr, lorsqu'il arrive au processeur, que fait le processeur? Il arrête l'exécution du programme en cours et il donne la main au programme correspondant à cette interruption qui est une demande de service par un contrôleur ou une périphérie. Donc on a vu le cas par exemple lorsqu'on a dit qu'une imprimante est contrôlée par le contrôleur d'imprimante. Lorsqu'on lui envoie un grand fichier, le contrôleur récupère une partie et il envoie les informations à l'imprimante en fur et à mesure. Quand il termine,
la partie que le processeur lui a donnée, il lui envoie une interruption pour récupérer une deuxième partie, ainsi de suite, ben, ça fonctionne en mode interruptible et ça passe inaperçu vis-à-vis de l'utilisateur. Et pour que le mode interruptible fonctionne, il faut que le processeur ait une pile. Parce que pour qu'il puisse donner la main à ce service d'interruption, il faudrait qu'à la fin du service d'interruption, que le processeur puisse reprendre là où il s'est arrêté. Et s'il n'y a pas la pile, il ne pourra jamais reprendre là où il s'est arrêté. Donc, la sauvegarde des paramètres, bien sûr, système aussi utilise la pile lorsque le processeur passe en mode superviseur et surtout lorsqu'il travaille en mode interruptible. Lorsqu'il reçoit une interruption, forcément le processeur passe en mode superviseur. Et dans ce cas, l'utilisateur ne peut plus, disons, quand il est en train, par exemple, on a vu le mode de trace. Le mode de trace est une interruption système, mais c'est une interruption interne. Et dans la majorité des systèmes, l'interruption trace est moins prioritaire que l'interruption d'une périphérie. Donc lorsque l'utilisateur travaille dans un programme, il est en train de le débugger. S'il y a une interruption qui arrive, il n'a plus le contrôle du système, puisque l'interruption utilisateur ou externe est plus prioritaire, ben, le système passe en mode superviseur, il traite l'interruption et il revient après en mode utilisateur. Et bien sûr, lorsqu'il est en train de débugger son programme, il peut y avoir, il ne pourra pas voir l'exécution d'une interruption en mode pas à pas, une interruption utilisateur, puisqu'il est plus prioritaire de son interruption. Donc, bien sûr, lorsque le processeur traite un certain nombre de services, ou plutôt de fonctions, telles qu'une interruption externe, une interruption reset par exemple, lorsqu'il y a une erreur sur un bus, une erreur sur le bus adresse, automatiquement le processeur passe en mode superviseur. C'est une interruption système et elle fait passer le système en mode superviseur. Et lorsqu'il est en mode superviseur, il utilise aussi une partie de la pile, mais cette fois-ci c'est une pile système et non pas la pile utilisateur. C'est deux piles indépendantes. Dans la majorité des systèmes, on trouve deux registres, deux pointeurs de piles complètement différents. Donc, bien sûr, on a aussi les registres généraux qui sont utilisés par les programmeurs pour stocker, bien sûr, les données ou les adresses mémoire fréquemment utilisées. Dans le cas, dans certaines machines, on a un ensemble de registres qui sont mis à la disposition des utilisateurs pour les utiliser, pour stocker des données qui sont fréquemment utilisées ou pour stocker des adresses aussi, pour utiliser des registres comme des pointeurs, par exemple, à des adresses qui sont fréquemment utilisées dans leur programme. Des pointeurs, par exemple, sur des tables dans lesquelles il y a une multitude de données et le programme doit traiter ces données du début du tableau, par exemple, jusqu'à la fin du tableau. Donc les données, si on a quelques données qui sont fréquemment utilisées, on les met dans des registres de données. Et si on a des tableaux ou des adresses qui sont fréquemment utilisées par le programme ou le programme utilisateur, bien sûr, celui-ci peut aussi, dans certaines machines, utiliser des pointeurs sur ces tableaux ou sur ces adresses pour gérer au mieux ces tableaux. Parce que dans certaines machines, surtout chez Motorola par exemple, ils ont des pointeurs assez puissants qui permettent, bien sûr, ils permettent de faire des opérations sur ces pointeurs comme une incrémentation, une décrémentation. On peut gérer au mieux les tableaux. Donc aussi, parmi les registres généraux, on a dans une mémoire, ils sont des registres qui sont dans une mémoire statique à accès rapide et petite et de petite capacité. On peut avoir des RAM, ou plutôt des SRAM de 64 mots qui composent l'ensemble des registres du processeur. Donc, si je prends l'exemple bien sûr de Motorola, le 68000 par exemple, il a
8 registres de données. Chaque registre est de 32 bits. Donc, chaque registre a un indicateur clair. Par exemple, il y a le D0, le D1, le D2, le D3 jusqu'au D7. Et chaque registre dispose de 32 bits de cette zone mémoire pour pouvoir stocker des données. Et on peut l'utiliser d'une façon indépendante dans nos programmes pour loger ou stocker des données qui peuvent aller de 8 bits jusqu'à, ou plutôt, de 8 bits jusqu'à 32 bits. Donc c'est une mémoire de petite taille, mais qui doit être vraiment rapide. Bien sûr, chaque mot de la RAM peut être lu et écrit en un cycle processeur, et il joue le rôle d'un registre, comme ce que je viens de dire tout à l'heure. Bon, je peux avoir un mot ou même plusieurs mots pour associer ou accorder un registre. Bien sûr, les opérations sur ces registres peuvent se faire avec différentes tailles. Je peux par exemple, même si j'ai un registre de 32 bits, ben, je peux extraire par exemple une donnée uniquement sur 8 bits. Je peux faire des opérations uniquement sur des données de 8 bits, de 16 bits ou de 32 bits. Donc la taille, je peux la régler en fonction de la taille de mes données. Bon, la question de combien de registres s'est toujours posée. Bien sûr, beaucoup de registres. Donc, ça donne à l'utilisateur, bien sûr, la flexibilité d'avoir moins d'accès à la mémoire. Mais le codage du numéro de registre, bien sûr, sur plus de bits, donc, puisque c'est un code binaire plus gros. En général, bien sûr, on a entre 8 et 64 registres. Ça a l'inconvénient, bien sûr, d'augmenter la taille des mots de contrôle qu'on verra dans la partie contrôle. Si on a par exemple 8 registres de données, ben on doit associer, on doit les coder sur 3 bits dans la partie contrôle, dans le mot de contrôle, pour pouvoir envoyer les signaux de contrôle. Si on a 16 registres, ben il faut 4 bits. Donc plus on utilise de registres, plus on augmente la taille du mot de contrôle dans la partie contrôle. Bon, en général, on utilise entre 8 et 64 registres en général dans les machines. Bon, bien sûr, quelle taille? Bon, on a bien sûr des registres adresses qui ont la taille des adresses mémoire, et on a les registres de données qui ont la taille du bus interne du processeur. Donc si par exemple le processeur en interne peut faire des opérations sur 32 bits, l'idéal c'est d'avoir des registres de données de 32 bits. Si on a un processeur qui a un bus adresse de 32 bits, ben, l'idéal c'est d'avoir des registres d'adresse qui ont 32 bits. Si bien sûr il peut aller faire des opérations sur des données de 128 bits, ben, il vaut mieux avoir des registres de données de 128 bits. Bon, après, bien sûr, on a une unité importante qui est l'unité arithmétique et logique du processeur. C'est elle qui permet de faire toutes les opérations d'addition, soustraction, multiplication, disons les opérations arithmétiques qui sont connues. Donc cette unité arithmétique et logique est composée par des circuits combinatoires qui permettent de réaliser les différentes opérations, comme son nom l'indique, arithmétiques et logique. Donc cette unité arithmétique et logique, donc comme ce qu'on a dit, a 2 registres en entrée. Donc pour stocker les opérandes, donc E1 pour stocker l'opérande 1, E2 pour stocker l'opérande 2, et un registre en sortie pour stocker le résultat. Donc elle a un certain nombre de signaux qui permettent le contrôle de la fonction, l'opération à traiter, et un signal ici en entrée, ça c'est la carry ou la retenue précédente. Dans le cas où on doit faire une opération d'addition par exemple en tenant compte de la retenue de l'opération précédente. Et bien sûr, elle génère un certain nombre de signaux de contrôle en sortie, donc comme le C, le bit C, la retenue. ZC, ça veut dire qu'il y a un résultat qui a été généré nul après l'opération. N, ça veut dire que le résultat est négatif. V, ça veut dire que le résultat, plutôt lorsqu'on travaille sur des opérandes
en mode signé, il génère la retenue. Et bien sûr, si par exemple le processeur veut faire une opération d'addition, on pourrait par exemple imaginer que ici le code de l'addition c'est 1, 1, 0, 0. Si par exemple notre unité arithmétique logique peut faire 16 opérations, donc les 16 opérations peuvent être codées sur 4 bits. Donc on va appliquer ici le code correspondant à l'addition et les opérandes seront appliquées en entrée et après le top d'horloge, bien sûr, on aura dans la sortie l'addition E1 plus E2, des opérandes en entrée. Ainsi s'achève notre 17e leçon. Pour tout complément d'information ou renseignement, vous pouvez vous connecter au site Net2Know et cliquer sur MedNetU et merci de votre attention.